Bienvenue tout le monde à La Chaise Bleue, le podcast pour les leaders de la transformation. On est à Mulhouse chez nos cousins français en Alsace, dans le Haut-Rhin, si je ne me trompe pas. On est en compagnie aujourd'hui de Carlos Amito et de Maxime Malher de Astrée Software, mais en fait de Fourcade, le groupe Fourcade qui est... En fait, on connaît au Québec Fourcade. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de s'implanter au Québec. C'est plus de 600 employés, c'est 70% des profils techniques, ingénieurs. En fait, on va parler de la solution. Donc, soyez à l'écoute. Bonne écoute. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Bienvenue, messieurs, sur le podcast. Merci. Là, avant qu'on se lance et qu'on parle de Fourcade puis du groupe et de toutes vos acquisitions, parce que je pense que vous êtes rendu plus de 600 là, à travers le monde, là, qui, pour une entreprise française, c'est notable là, quand même. Vous venez de où, vous deux? De peut-être commencer avec toi. Êtes-vous des gens de Mulhouse ou pas du tout? Là? Alors, moi, je m'occupe donc de l'agence de Strasbourg, OK. pas très loin, 1 heure de Mulhouse. Wow. Et alors, d'où on vient, effectivement, pour parler de Fourcade ou pour parler commencez par vous. Là. Après ça, on va OK. se lancer dans la solution. Là. C'est le fun aussi pour les gens qui écoutent de comprendre à qui on a affaire aussi. Là. Ouais. Alors, moi, pour ma part, ça fait 5 ans que je suis chez Fourcade. OK. Aujourd'hui, je manage l'équipe commerciale OK. sur nos segments PLM et ERP, qui sont on va dire, les deux segments historiques de Fourcade. Ouais. Donc, à la fois pour accompagner les clients dans tout ce qui concerne le développement produit et également sur la gestion au sens large ERP. Et donc, ouais, initialement, moi, je suis ingénieur de métier. Ingénieur de métier de Paris ou Ingénieur de métier, j'étais en région parisienne. J'ai migré en Alsace il y a 10 ans maintenant, où je travaillais pour un concurrent également sur la partie intégration d'outils de développement produit. Et j'ai rejoint Fourcade il y a 5 ans. En pleine croissance, puisqu'on était 230 à mon arrivée. OK. Et 5 ans après, on est 600. Wow, ça a plus que doublé. Exactement. C'est fou, hein? Puis dans combien de pays vous êtes en ce moment? On est donc, historiquement, notre siège est à Nantes, donc on est français. Ouais. On a une agence en Suisse. Depuis l'agence de Strasbourg, on gère également le Luxembourg, la Belgique OK. et le Canada. Alors, je vais sûrement dire une bêtise, depuis un peu moins de 10 ans, je n'ai pas la date exacte, mais depuis une dizaine d'années au Canada. Toi, Maxime, es-tu un natif de la région ici ou t'es... Pas du tout. Pas du tout? Alors moi je suis basé dans le sud de la France. Ouais, approche une petite affaire le micro. Dans le sud de la France, pas Biarritz. Là. Non, je suis basé dans le sud de la France. Donc moi ça fait bientôt 9 ans que je suis chez Astrée Software. OK. Quand j'ai rejoint l'entreprise, on était 12. Aujourd'hui, on est un peu plus de 140. Donc je suis également ingénieur de formation et aujourd'hui, j'ai la direction commerciale et la direction avant-vente de l'entreprise. Fait que Astrée a été acheté par Fourcade, mais toi, tu étais chez Astrée avant. Tout à fait. OK, fait que toi, tu as vécu la transition, puis comment ça s'est fait? Là? C'est sûr qu'on est enregistré, fait que tu vas me dire que ça a bien été, mais ça a-tu été si facile que ça? Ou... Non, c'est une super opportunité pour les deux structures, pour Fourcade comme pour Astrée. Pour Astrée, donc on a toujours été une société en hypercroissance puisqu'on faisait entre 25 et 50% de croissance par an, Wow. principalement sur le marché français et on va dire Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, pays francophones. On a toujours eu un projet de se déployer à l'international. Donc la rencontre avec Fourcade, ça va nous permettre d'accélérer sur cet aspect-là, notamment sur les points qu'évoquait Carlo, notamment sur le marché suisse avec l'agence à côté de Genève, et au Canada où en fait on avait déjà des ambitions nord-américaines et particulièrement canadiennes pour Astrée. Donc là, ça va nous permettre d'accélérer. Pour les gens qui écoutent là, à travers le temps, ça fait déjà 2 ans que Fourcade est plus que ça, mais que nous, en tout cas, l'écosystème à laquelle que je gravite, on entend parler de Fourcade, on a des échanges avec vous autres. Là, je sais que vous avez acheté une entreprise qui s'appelle Tangerine, qui était un intégrateur Sage, qui était le RP. Et puis là, le MES, lui, au Québec, il est-tu déjà commercialisé ou on est dans un début de commercialisation? Y a-tu quand même des clients au Québec qui utilisent Astrée? Ou? Alors on est plutôt sur une phase de démarrage de commercialisation. C'est-à-dire qu'avant le rachat par Fourcade, il y avait des contacts qui avaient été amorcés avec des sociétés canadiennes. Okay. Et là, donc la rencontre de Fourcade, ça nous permet d'avoir une agence sur place avec des consultants locaux, du support local pour pouvoir accélérer sur ce marché où on a identifié un potentiel très intéressant. Tu sais que des MES au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Là, fait que le timing est bon quand même arrivé. C'est quel type de clients qui utilisent le MES Astrée? C'est-tu des grandes sociétés comme des Bombardier, mettons des Airbus, ou on est plus dans la PME, manufacturière, petite moyenne entreprise qu'on appelle au Québec? Je ne sais pas si c'est le même en France aussi. Là. Non, aujourd'hui, sur la cible Astrée, elle fit plutôt bien avec le marché canadien parce qu'aujourd'hui, Astrée a la capacité à adresser des TPE,
au Ouais. travers d'une solution full SaaS qui s'appelle Astengo. TPE, c'est très petite entreprise, c'est ça? Exact. Tout à fait. Donc Ok. on est capable d'adresser ce type d'entreprise, comme d'adresser de la PME et de l'ETI, qui sont aujourd'hui le cœur de cible. Hein. Nous, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 80% des usines qui utilisent AkiWeb, Ouais. et également des grands comptes industriels. Parce que AkiWeb, c'est le nom du MES, c'est ça? Tout à fait, c'est le C'est nom ça. du logiciel. OK. Puis, j'ai peut-être une question, tu sais, je reviens un peu en arrière, tantôt tu as mentionné PLM, là. C'est que la société Fourcade, là, a combien de, tu sais, il y a le PLM, tu as les ERP, est-ce que tu as différents ERP aussi? Non. Ou? Non, je vais peut-être Ouais, refaire une passe sur reviens-moi là, ouais. historique, Ouais. sur la genèse de Fourcade. Ouais. Fourcade existe depuis 20 ans, on a fêté nos 20 ans cette année. Historiquement, né autour d'un partenariat avec l'éditeur PTC. Ah, OK. qui- voilà, oui, le gros qui- joueur, là. Exactement, qui est une société américaine qui Ouais. édite les logiciels de conception et PLM. Donc notre premier métier, c'était d'accompagner les industriels dans la partie développement produit. Ouais. Voilà. Ça, PTC, il n'y a pas Keepware, c'est eux autres aussi. Keepware, là. c'est PTC, Ah, c'est ouais. ça. Fait que Tout vous à autres, vous fait. étiez des intégrateurs. Dans le fond, vous faisiez toute la numérisation des procédés industriels, là, vous autres. là. Tout à fait, Ok. tout à fait. Donc, on est né autour d'un partenariat avec PTC. Par la suite, pour répondre aux besoins de nos clients qui étaient de remonter des données depuis la conception vers l'ERP, de mettre en place des liens avec un outil ERP, on est devenu nous-mêmes intégrateurs d'ERP depuis 2011. OK. Donc finalement, on le présente comme ça. Au travers des solutions PLM, on va gérer toute la phase numérique du produit. Une fois qu'elle va devoir être fabriquée et industrialisée, on va plutôt passer dans l'ERP. Le CRM, donc pour la partie Customer Relationship Manager, Vous intégrez des CRM on est, en ce on est moment? également intégrateur. Donc aussi bien sur la partie commerciale que sur la partie service après-vente, la gestion de la relation client au sens large finalement. Ouais. Et ce qui nous manquait en fait dans tout ça, c'était de savoir ce qui se passait au niveau de l'atelier. Le pilotage. là. Exactement. Et c'est là où finalement le mariage avec Astrée, c'est du win-win, très clairement, puisque eux avaient cette volonté de s'internationaliser, de s'appuyer sur une société qui a déjà l'expérience dans l'intégration, la distribution de solutions. Et nous avions aussi quelque part un trou dans la raquette au niveau du pilotage de l'atelier. Donc ça nous permettait de compléter notre offre de valeur pour proposer une solution globale aux industriels. Et eux, ça leur permettait aussi de profiter de notre, entre guillemets, force ou en tout cas connaissance dans le métier de la distribution pour aller adresser de nouveaux marchés, et typiquement le territoire nord-américain qui est... Tu sais, si jamais un manufacturier, puis plus à toi, je vais poser la question, a déjà un système ERP, exemple québécois, on va dire Genius, mettons. Tu sais, il est déjà intégré depuis 4 ans, puis ça va quand même bien, ou un Fidelio, un Comsoft, là, pour pas rendre de jaloux, pour extra, on va en nommer plein. Là. Est-ce que AkiWeb peut venir se greffer comme MES sur des systèmes qui ne sont pas déjà comme des salles, ou tu sais, que, mettons que Fourcade n'a pas encore l'expertise. C'est-tu quelque chose qui est possible, ou c'est un défi, ou c'est... Non, c'est complètement possible, puisqu'aujourd'hui, on est interfacé avec tout type de RP, des grands noms du marché, à des solutions sur mesure faites pour une entreprise. Ouais. Donc ça aujourd'hui, c'est absolument pas une problématique. C'est quoi le processus pour un client? Exemple, je suis un manufacturier en je dis n'importe quoi, alimentaire, ou même pas, je vais aller dans le domaine de la transformation métallique. Là, j'ai déjà un RP, puis je veux aller vers une solution MES. C'est-tu un diagnostic, une analyse? C'est-tu un premier MVP dans un atelier? C'est comment vous allez... C'est quoi la première relation qu'un manufacturier va vivre avec vous, là, autre que le pitch de vente, mettons, là, je vais dire ça de même. Là. Voilà. La bonne première étape, déjà, c'est que l'industriel ait une petite idée des problématiques qu'il a aujourd'hui. Parce que nous, on voit beaucoup d'industriels qui viennent à nous en disant « Ok, j'ai déployé un ERP dans l'atelier. Parfois, pas tout à fait. J'ai du papier qui circule dans l'atelier. Ça agace mes opérateurs. J'ai mon responsable de production qui passe plus de temps à courir après l'information qu'à vraiment piloter l'atelier. » Donc souvent, c'est ce constat-là qui permet déjà de déclencher la réflexion MES, c'est de se dire « Ok, je pourrais faire mieux en termes de suivi d'atelier au sens large du terme. » Et ensuite, l'étape suivante, c'est un premier contact avec les opérationnels pour mieux cerner leur projet, mieux comprendre où est-ce qu'on peut leur apporter de la valeur et du retour sur investissement rapide. Et puis de leur présenter le produit pour pouvoir affiner un petit peu le projet et ensuite avancer sur des étapes d'analyse, de déploiement. Donc, tu l'as évoqué, un pilote, ça peut être une très bonne approche. Nous, on est plutôt partisans de faire un pilote avec peu de fonctions, quelque chose de simple. Par contre, quitte à couvrir pas mal d'équipements ou de postes de travail dans l'atelier, parce qu'au final, ce qu'on se rend compte, c'est que la charge de travail, qu'on la fasse pour 10 machines ou 10 postes de travail, ou 15 ou 20, elle est à peu près similaire pour l'industriel. En termes de coûts, c'est assez similaire. Et l'intérêt, c'est de couvrir large, mais avec peu de fonctions. Ça permet d'apporter de la valeur très vite dans l'atelier et surtout de libérer les opérateurs et d'avoir un premier ROI, généralement sur du suivi de production. Et ensuite, une fois que ça s'est bien passé, ça permet de faire un premier bilan
du projet, ce qui s'est bien passé, moins bien passé, ce qu'on pourrait améliorer, et d'embrayer et d'avancer avec des étapes de digitalisation supplémentaires. On fonctionne très souvent comme ça en step by step, en se disant on fait une première lame de digitalisation, on fait un bilan, étape 2 on continue à digitaliser et ainsi de suite. Ça c'est une bonne approche parce que ça permet d'avoir un projet simple que l'industriel peut gérer, du ROI rapide pour la direction et de la valeur pour les opérateurs dans l'atelier. Je vais te partager, super intéressant en passant. Moi, plus jeune, je suis venu travailler en France. J'ai eu l'occasion pendant 2 ans là, de faire une immersion complète, là, beaucoup dans le groupe Bonduel et tout ça. Puis je voyageais là, autant dans le Pas-de-Calais que dans l'Aquitaine, que dans les Landes. Je me suis promené beaucoup, puis j'ai vu une grosse différence dans la culture générale, là, entre, mettons, un gestionnaire français, un gestionnaire québécois, même au Canada, j'avais travaillé au Canada aussi, mais pour vous, là, qui est en train de. Peut-être moins pour toi, parce que c'est tout. Je sais, là, présentement, parce que du Québec, on s'est parlé, toi puis moi, dans le passé. C'est quoi le plus gros. Puis tu peux faire rire les gens aussi, là. Les gens, on n'est pas. Sont pas. Les gens sont capables d'en prendre, là, mais c'est quoi la différence que tu vis entre vendre en France, exemple, puis vendre au Québec? Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis des ruptures ou c'est pareil pour toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves drôles, autant dans l'accent peut-être, mais c'est quoi la différence entre vendre au Québec versus en France? C'est ce que j'allais te dire, c'est dans un premier temps l'accent pour la blague. Non, après, plus sérieusement, on n'a pas tout à fait la même typologie d'entreprise. Ouais. Au Québec, il y a énormément de belles structures avec d'énormes potentiels de business. Mais après, et puis les secteurs d'activité sont aussi pas tout à fait les mêmes. Enfin, on voit que certains secteurs sont beaucoup plus prégnants au Québec qu'en France, notamment, je pense à l'industrie du bois. J'ai croisé énormément d'industriels dans ce secteur-là. Mais ce qu'on constate, c'est que les problématiques sont quand même assez similaires. Il y en a certaines qui sont un peu plus marquées en France et moins au Québec. En France, on commence à avoir pas mal de sollicitations sur de la performance énergétique. J'ai l'impression que c'est un peu moins le sujet. Nous, en fait, c'est le contraire. On a tellement d'énergie. On fait attention à ce que je dis parce que il y a la filière batterie. Là. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça au Québec. Là. On a fait venir toutes les holdings de fabrication de batteries, le Ford, Volvo, Northvolt. On leur a donné des millions, si ce n'est pas 1 milliard. Puis là, tout est en train de fermer. Puis on a tout mis nos billes dans le même panier. Tenez, venez travailler ici. Puis en réalité, on ne l'exploite pas encore tant, les minerais. Puis on a plein de matériaux stratégiques non exploités. Fait que, on est une future, on va dire, on pourrait dire un leader mondial bientôt dans la batterie, mais pour l'instant, c'est encore embryonnaire. On investit. Mais il y a l'aéronautique qui est fort au Québec quand même. Mais là, on a réussi à vous vendre notre holding qui était Bombardier, qui est devenu Airbus. Oui. Mais au moins, c'est resté à des intérêts francophones. Fait on va être content. On a beaucoup le domaine des pâtes et papiers. Tu l'as dit, foresterie, ça, c'est sûr que c'est comme ça que vous avez colonisé. On a colonisé le Canada, la Nouvelle-France, on va dire ça de même. Puis, on a beaucoup aussi le secteur, on a quand même un beau secteur dans le domaine de la transformation métallique. Ça veut dire, des ArcelorMittal, des Alcoa dans l'aluminium aussi, des grosses entreprises sidérurgiques. Mais, la première, deuxième, troisième transformation se fait beaucoup chez nous, les structures d'acier. Des grosses bâtisses qui lèvent aux États-Unis. Souvent, l'acier, en fait, là, est fait au Québec. Et, transformé au Québec, assemblé aux États-Unis. Fait qu'on fait beaucoup de design and build qu'on appelle. C'est quand même des grosses économies. Mais alimentaire aussi, on a quand même là, tout ce qui est transformation, même du soya maintenant, on est rendu présent là, c'est les Malaisiens qui sont venus commercialiser au Québec. Nous, c'est ça, nous, on est tout le temps d'accueil. Venez, on veut de l'argent, on veut des investissements. Savez-vous, messieurs, qu'il y a 4500 entreprises à vendre au Québec, puis il n'y a pas d'acheteurs. J'ai dit ça comme ça, je vais le plugger si jamais des Français écoutent ça. Là. Puis on aimerait mieux que ce soit des Français qui viennent. Vous avez plein d'argent en France, pas vous, mais la France. Puis au Canada, il n'y a pas de repreneurs d'entreprise. Fait que là, on a plein d'entreprises à vendre, puis on souhaite juste que ce ne soit pas des Américains ou des Malaisiens qui l'achètent. On veut que ça reste, ça protège notre langue, notre patrimoine. Et ça, c'est lié à quoi, toutes ces entreprises qui sont en recherche de repreneurs en quelque sorte? Je pense que c'est des entrepreneurs qui ont créé eux-mêmes leur fortune, sont arrivés à un moment où ils ont réussi à devenir indépendants de fortune. Puis ils n'ont pas tant pensé à comment ils allaient transférer l'entreprise, puis ils sont déjà indépendants, donc de fermer l'usine n'est pas un enjeu pour eux, autre qu'ils aimeraient que les employés gardent de l'argent. Vous autres, vous avez des fois 4, 5, 10, 20, 30 générations de fortune. Là. Nous, là, c'est à 400 ans. Là, le Québec, mettons la ville de Québec, 400 ans, c'est 5 générations. Fait que, souvent, Puis, là, on fera pas l'histoire aujourd'hui, là, mais tu as les Anglais qui ont comme venu nous manger totalement. Fait qu'en réalité, les francophones, on était le petit peuple.
Fait que, tu sais, fait que de ramener les richesses, tu sais, on est pas mal pris. Le Québec est quand même à 8 millions d'habitants. On a une belle richesse collective quand même. Il y a un beau PIB, tu sais, qui est au Canada aussi. Mais en réalité, présentement, il y a un enjeu où les entreprises doivent rester dans les mains de francophones pour pérenniser la langue, pour garder notre patrimoine aussi, nos traditions. C'est un enjeu en ce moment. Je le mentionne quand même, là. Hey, messieurs, je veux pas vous garder trop longtemps parce qu'il y a un salon, puis je sais que vous étiez les deux commerciaux sur votre podcast. Je vais faire la question d'inspecteur de police avant de me lancer. Si, y a-t-il quelque chose, en fait, que je devrais savoir sur Fourcade ou Astray que je ne sais pas? Ou est-ce qu'il y avait une question que j'aurais dû vous poser que je ne vous ai pas posée, messieurs? A pas mal tout été dit? Ou? Ouais, globalement, la mission de Fourcade, on en a parlé. Ouais. Euh, Une grosse entreprise, mettons, comme une aluminerie, est-ce que Fourcade peut venir apporter de la valeur avec des outils comme PTC et tout ça? Ou? Bah, si on cite cet exemple, je suis pas convaincu que sur les outils. Alors oui, si, puisque Ouais. PTC en fait aujourd'hui a fait l'acquisition aussi de technologies type réalité augmentée, type d'IoT. Où là, on va aller finalement travailler de nouveaux use cases qu'on avait jusqu'à présent pas la possibilité d'adresser au travers des solutions historiques de PTC. Donc oui, typiquement aujourd'hui, on pourrait trouver des use cases au travers de toutes les solutions. Maintenant, comme ça, te dire sur quel use case on va venir l'adresser, là, je peux pas t'en citer un Voilà. précisément. Ouais. Néanmoins, oui, on sait que l'apport, par exemple, de la réalité augmentée va être aujourd'hui bénéfique à l'ensemble de l'industrie au sens large, au travers de l'onboarding, la montée en compétences des collaborateurs, de la maintenance, de l'assistance de la production. Donc oui, j'imagine qu'on peut trouver des cas d'usage pour à peu près tout type d'activité. Fait en ce moment, vous faites de la réalité augmentée dans des projets? Oui, en ce moment, on est beaucoup sollicité par l'industrie, encore une fois au sens large, pour les accompagner sur des problématiques liées à la production, liées à la maintenance de leurs appareils et liées au turnover aussi, qui peut être assez important dans différentes structures. Et donc, comment capitaliser le savoir-faire sur les sites de production pour pouvoir le restituer plus facilement grâce aux expériences de réalité augmentée, par exemple. Donc ça, c'est des sujets qui sont pas nouveaux, mais sur lesquels les industriels sont encore assez peu matures aujourd'hui. Et donc, on est beaucoup sollicité, en tout cas. C'est sûr que quand tu es 600 employés en tech, je veux dire, tu sais, vous avez une base de connaissances incroyable, là. Tu sais, mettons, nous autres, on est une trentaine, là, tu sais, puis on se croit comme... Il y a un gap, là. Bah, aujourd'hui, on met souvent en avant que Fourcade, sur les 600 employés, c'est à peu près 70% de profils techniques, d'ingénieurs. Pourquoi? Puisque on sait que pour accompagner nos clients, on a besoin de toutes les ressources possibles, aussi bien dans la définition, dans la construction en fait des projets, que dans la réalisation, dans le delivery, que dans le support. Donc on est aujourd'hui la plupart, 2/3 en fait des équipes de Fourcade sont des profils techniques, métiers, orientés justement métier, process de nos clients. Et ça, c'est ce qui est fortement apprécié aujourd'hui par nos clients, c'est cette connaissance finalement des processus industriels qu'on a chez Fourcade. C'est la profondeur de votre expertise, en fait, qui est assez incroyable. Maxime, si quelqu'un au Québec veut connaître plus d'avantages sur Fourcade ou l'ensemble de l'œuvre, autant le MES, est-ce que c'est avec toi qui rentre en contact? On a une équipe sur place. Il y a notamment Victor qui est... Ouais. Ah, c'est pas toi qui est sur place, là. Non, c'est pas C'est moi avec qui toi que j'ai parlé, mais c'est avec Victor. Victor, quoi son nom? le bige. Victor Levige. Fait qu'on va s'arranger aussi pour l'amener sur le podcast dans un événement au Québec. Hey, merci, messieurs, d'être venus. Je vais vous laisser aller à votre kiosque, mais merci d'être venus. Puis on se voit dans un futur rapproché, c'est clair. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.